Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 13e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur le sommet de la coalition des bonnes volontés pour l'Ukraine, sur le plan pour sécuriser l'Europe en cas de crise, sur l'autorisation de projets miniers en Europe et sur les pistes envisagées sur les droits de douane américains. Dans le club de 27, le Groenland est encore au cœur des déstabilisations de l'administration Trump. Viktor Orban augmente toujours un peu plus la pression sur ses rivaux. L'Estonie veut interdire les Russes et les Biélorusses de voter aux élections locales. La Pologne gèle les demandes d'asile à la frontière avec la Biélorussie. Et le gouvernement italien avoue avoir espionné une ONG. Et chez nos chers voisins, la Turquie a entamé sa deuxième semaine de contestation et un accord sur un cessez-le-feu en mer et sur les infrastructures énergétiques a été conclu entre Ukraine et Russie. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Défense. La coalition des bonnes volontés avance sur son plan de soutien à l'Ukraine en cas de paix. Cette semaine, la coalition des bonnes volontés a multiplié les réunions pour faire avancer les modalités de participation en cas de paix entre Russie et Ukraine. Lundi 24 mars, les chefs d'état-major des armées britanniques et françaises se rencontraient à Londres. Des discussions qui se sont élargies avec les chefs d'état-major des autres armées volontaires pour la sécurisation de l'Ukraine de mardi à jeudi. Les premiers chiffres donnés situaient le nombre de soldats mobilisés autour de 30 000, mais avec un filet de sécurité américain nécessaire pour dissuader la Russie d'attaquer. Mais ce scénario n'est pas accepté par la Russie, qui ne veut aucune force d'interposition sur le sol ukrainien. La semaine avance et les discussions aussi. Jeudi 27 mars, l'Élysée accueillait la coalition des bonnes volontés. Une réunion de 3 heures où il était question d'affiner la stratégie pour renforcer l'Ukraine dans les négociations et tenter d'ouvrir la porte pour les Européens. Emmanuel Macron et Keir Starmer se sont dit prêts à envoyer des contingents européens en Ukraine. Une proposition qui n'a pas fait l'unanimité au sein des participants. Par exemple, le président croate Zoran Milanovic a rappelé qu'une de ses promesses de campagne était de ne pas envoyer de soldats croates en Ukraine. Au fil des discussions, la proposition s'affine. Les soldats ukrainiens seraient chargés d'assurer la sécurité de la ligne de contact alors que les soldats européens seraient en soutien sur des sites stratégiques à sécuriser à l'arrière. En parallèle, la France a annoncé l'envoi de 2 millions de cartouches et de munitions à l'Ukraine. Lors de cette réunion, les participants européens ont rappelé qu'il était hors de question de lever les sanctions. La Hongrie et la Slovaquie ont d'ailleurs brillé par leur absence lors de cette réunion. Par ailleurs, le renouvellement des sanctions pose question. Un paquet de sanctions concernant les sanctions financières, notamment le gel de 200 milliards d'euros d'avoirs gelés russes, l'interdiction de faire de l'import-export avec la Russie et couper l'accès pour la Russie au circuit financier européen, arrive à terme le 31 juillet. La Hongrie a menacé plusieurs fois de poser son veto. Le mois dernier encore, elle s'était retirée de justesse. Viktor Orban a certainement reçu l'ordre de voter les sanctions, donnant ainsi un levier de négociation aux États-Unis lors de ses discussions avec la Russie. Mais avec la conclusion d'un cessez-le-feu sur mer et sur les infrastructures énergétiques, la Russie a posé comme condition la levée des sanctions occidentales. Il se dit que Donald Trump serait favorable à la levée des sanctions. L'Union européenne est donc ciblée par la Russie comme celle qui empêche la paix d'advenir. La Belgique envisage de demander le recours à l'article 7 pour la Hongrie, notamment suite à l'adoption de la loi anti-Pride. La Commission envisage d'enquêter sur les subventions chinoises illégales concernant les véhicules BYD assemblés en Hongrie. Les Européens disposent aussi de leviers contre la Hongrie, à savoir si cela suffira. L'Union européenne a besoin des avoirs gelés. Les intérêts doivent financer l'aide à l'Ukraine à hauteur de 18 milliards d'euros pour 2025.
Les ONG craignent que la Commission européenne ne cède encore au chantage de Budapest concernant les fonds européens gelés pour non-conformité à l'état de droit et aux valeurs de l'Union. Sécurité. La Commission européenne prépare un plan pour assurer la sécurité des citoyens en cas de crise. Face à la menace de la guerre, mais aussi à d'autres types de crises, la Commission européenne a conçu un plan en 30 étapes pour préparer les États membres à l'éventualité d'une crise. Un plan qui repose sur le rapport de l'ancien président finlandais, Sauli Niinistö, qui s'était chargé il y a quelques mois de faire des propositions de réforme sur la défense. Le plan de la Commission définit 30 actions clés que les États membres devront mettre en œuvre dans les 2 prochaines années. Ce plan doit mener à l'autonomie totale des citoyens européens pendant 72 heures consécutives. Le plan recommande aux Européens le stockage d'équipements et de matériel essentiel, un peu sur le modèle du manuel en cas de crise, publié il y a quelques mois par le gouvernement suédois. La Commission européenne invite aussi les États membres à prévoir des protocoles pour les établissements de santé, l'approvisionnement en eau et la sécurité des moyens de télécommunication. Elle recommande aussi la mise en place d'un système européen d'alerte à la cybersécurité et la mise en place d'une journée nationale de préparation pour la coopération entre institutions publiques locales, nationales, européennes, mais aussi avec l'OTAN. Environnement. La Commission prête à autoriser une 50aine de projets miniers en procédure accélérée. Dans la droite ligne de la boussole de compétitivité, la Commission européenne veut accélérer sur l'exploration, l'extraction et le raffinage des métaux et des terres rares en Europe. Sur 168 candidatures, 47 projets d'exploitation ont été retenus et la Commission souhaite utiliser la procédure accélérée pour débloquer les permis et les prêts ou garanties bancaires de 2 milliards d'euros. La Commission européenne a identifié 17 métaux rares qui manquent à l'Union pour assurer sa souveraineté stratégique. Avec la multiplication des guerres commerciales, l'Union européenne cherche à limiter les leviers qui permettraient aux pays partenaires de la contraindre en limitant ou en interdisant l'accès à certaines ressources. Par exemple, l'Union européenne est encore très dépendante de la Chine pour la transformation du lithium. 25 des 48 projets devront être validés dans les 2 ans à venir et 24 doivent être lancés dans les 15 mois. Reste que 49 projets hors UE ont été déposés. L'exécutif européen pose comme condition aux pays en question de donner la priorité à l'Union européenne pour l'achat de minerais. 3 types de métaux échappent encore à l'Union, le bismuth, le silicium et le titane, 3 métaux pour lesquels l'Union européenne va lancer des appels à projets d'ici la fin de l'année. International. La Commission européenne veut discuter des droits de douane sans tabou. Les discussions ne sont pas stoppées entre États-Unis et Union européenne, malgré les multiples sanctions imposées par l'administration américaine. Maroš Šefčovič, commissaire au commerce, s'est entretenu mardi 25 mars avec le secrétaire états-unien au commerce, Howard Lutnick. Au lendemain de cette rencontre, Donald Trump signait un décret présidentiel pour taxer les voitures étrangères à 25%. Le 3 avril, les États-Unis pourraient appliquer des taxes sur les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et le bois. Même si l'intention affichée est de faire revenir les industries sur le sol américain et certainement de faire financer ces baisses d'impôts promises pendant la campagne, l'intention cachée est tout autre. Par la multiplication des droits de douane, les États-Unis cherchent à affaiblir le droit de la concurrence et les normes sur le numérique, mais aussi les normes environnementales et la TVA. Les normes européennes seraient trop contraignantes et défavoriseraient les produits états-uniens. C'est sur cette base que devra travailler la Commission européenne. Elle dit n'avoir aucun tabou, mais ne veut pas affaiblir ces normes de manière drastique. Elle veut prôner le dialogue. Mais les États membres auront-ils la faiblesse de concéder facilement des choses à l'administration Trump ? La Belgique demande le déclenchement de l'instrument anti-coercition. Le nouveau gouvernement allemand se fait attendre alors que l'Allemagne semble être la première victime de ces droits de douane.
L'Italie, quant à elle, veut maintenir le contact et concéder des choses si besoin. La Commission parle d'acheter peut-être plus de GNL américains. En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait, mais il est à redouter que le manque d'unité des Européens les pousse à accepter d'énormes concessions. Passons désormais au Club des 27. Danemark. Le Groenland est chaudé par la répétition des provocations américaines. Cette semaine, l'administration Trump est revenue à la charge concernant le Groenland. Bien embarrassé par le Signal Gate, où, semble-t-il, le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, a ajouté le rédacteur en chef du journal The Atlantic, Jeffrey Goldberg, au groupe Signal où sont rassemblés tous les responsables liés à la sécurité et leurs conversations concernant une offensive sur les Houthis au Yémen a fuité. L'exécutif états-unien avait à cœur de faire oublier cet épisode entachant leur crédibilité. Pour effacer ce souvenir des mémoires, l'administration Trump revient à la charge sur le Groenland. Sous prétexte d'une course de traîneau organisée à Sisimiut, deuxième ville du Groenland, sponsorisée par le consulat américain, la seconde dame, Usha Vance, annonçait sa venue jeudi 27 mars. Mais la ficelle était trop grosse. Elle devait se rendre sur l'île Arctique en compagnie du conseiller à la sécurité de Donald Trump, Mike Waltz, et du secrétaire à l'énergie, Chris Wright. Deux éminents responsables qui cachaient mal les réelles intentions américaines lors de ce voyage, à tel point que le maire de Sisimiut a décliné toute rencontre avec la délégation américaine. Les Groenlandais sont en pleine campagne municipale et voir des officiels états-uniens s'inviter était du plus mauvais effet dans ce contexte. En plus, mercredi 26 mars, dans le cadre d'un podcast, Donald Trump a réaffirmé que l'intégration du Groenland aux États-Unis se fera d'une manière ou d'une autre. Des propos dénoncés par le Premier ministre groenlandais démissionnaire, Mute Hegede, qui demande par ailleurs un soutien plus franc de la part des Européens. La Commission européenne a réitéré son soutien au principe de souveraineté nationale groenlandaise, étant donné que le Groenland fait encore partie du Danemark. Face au refus des autorités groenlandaises de recevoir Usha Vance, J.D. Vance annonce jeudi qu'il se rendra le lendemain sur l'île Arctique. Un voyage qui se limite à la base militaire américaine de Pituffik, seul moyen de contourner le manque d'invitation des autorités groenlandaises. Les partis groenlandais, outrés par cette attitude bien cavalière, ont fini par s'accorder pour former un gouvernement juste avant l'arrivée du vice-président américain. 4 des 5 partis groenlandais en feront partie, le vainqueur du centre-droit Democratit, le petit parti libéral Atasut, les sociodémocrates du Siumut et les Verts d'Inuit Ataqatigiit. Le parti ultranationaliste et pro-américain Nalerak siégera dans l'opposition comme prévu. À eux quatre, ils représentent 23 des 31 sièges du Parlement groenlandais. Comme à Munich, J.D. Vance s'est permis de faire un procès d'intention au Danemark pour son manque d'investissement au Groenland. Il prétend traduire les propos de Donald Trump en disant que les propositions américaines sont pour protéger le Groenland des menaces russes et chinoises, des menaces qu'il n'étaye pas du tout. Des critiques perçues comme injustes par la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui a rappelé combien son pays s'est engagé aux côtés des États-Unis en Afghanistan et en Irak. Le futur Premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a considéré la venue officielle américaine comme un profond manque de respect alors que l'île était encore en train de former un gouvernement. Un gouvernement dont les grandes lignes seront désormais de renégocier le cadre des relations avec le Danemark. In fine, le Groenland espère obtenir de pouvoir parler d'égal à égal sur la diplomatie et la défense avec Copenhague. Et sur la coopération avec les États-Unis, le Groenland se pose la question des futures relations avec les États-Unis et pas forcément dans le sens espéré par Donald Trump. Hongrie, l'agenda pour silencier l'opposition s'accélère.
La semaine dernière, je vous rapportais l'adoption par une procédure accélérée de la loi Anti-Pride, une loi qui menace les participants d'une amende allant jusqu'à 500 euros, une identification qui sera basée sur la reconnaissance faciale. En soi, la loi n'interdit pas la Pride, mais elle contraint fortement ceux qui voudraient y participer. Comme dans tous les domaines, le gouvernement Orban veut s'attaquer directement au portefeuille des groupes qu'il veut cibler. C'est le cas du parti libéral Momentum, qui avait craqué des fumigènes et entonné l'hymne russe pour dénoncer la dérive du gouvernement. Le leader du groupe parlementaire de Momentum, David Böde, a été sanctionné à hauteur de 60 000 euros pour ce geste. Pour garantir la tenue de la Pride, Momentum a promis de mettre en place un fonds de solidarité pour que les participants de la Pride n'aient pas à souffrir des amendes. Concernant Peter Maillard, le leader du parti Tisha, parti qui devance le Fidesz de 9 points dans les sondages, une loi devrait le viser directement. Le gouvernement Orban a proposé une loi qui doit permettre à l'Office national électoral hongrois de révoquer le mandat des députés européens. Dans cette loi, il est prévu que les députés européens seront soumis à un devoir de transparence sur leurs actifs financiers, une obligation qu'ils ont déjà concernant le Parlement européen, seule institution capable de révoquer ou non les mandats des députés européens. C'est typique du gouvernement hongrois qui cherche à décrédibiliser l'opposition à travers des enquêtes pour fraude fiscale ou blanchiment d'argent. Peter Maillard est convaincu que cette loi le cible directement. Le Fidesz accuse le leader de l'opposition de s'être rendu coupable d'un délit d'initié en 2013. Il possédait alors des actions de la société Opus, détenue par Lőrinc Mészáros, première fortune du pays, et proche de Viktor Orban. Le Fidesz l'accuse d'avoir été au courant que Lőrinc Mészáros s'apprêtait à racheter des actions, évitant ainsi la perte de valeur de l'action. Peter Mayer se dit prêt à prouver que le timing ne correspond pas, et il met au défi Viktor Orban de faire preuve lui aussi de transparence sur son patrimoine et ses actifs financiers. Si la loi venait à être validée, elle entrerait directement en concurrence avec le droit européen, ce qui rendrait encore une fois la Hongrie susceptible d'être poursuivie par la Commission. Le Parlement européen n'aura pas à tenir compte d'une telle loi. Il se dit aussi que la prochaine étape de la majorité au pouvoir sera d'adopter un énième arsenal répressif à l'encontre des médias indépendants et des ONG. Estonie. Une loi va interdire les Russes et Biélorusses résidant en Estonie de voter. Mercredi 26 mars, le Parlement estonien a adopté un amendement constitutionnel interdisant aux citoyens non issus d'États membres européens de participer aux élections locales. C'est un texte qui vise expressément les minorités russes et biélorusses. L'Estonie compte 80 000 Russes sur son territoire pour 1,3 million d'habitants. Il faut dire que le pays est visé par des attaques hybrides depuis 2007. Reste au président de la République, Alar Karis, de décider de promulguer la loi ou de demander un réexamen devant la Cour constitutionnelle. Il a fait part de son scepticisme concernant la conformité d'une telle norme avec le droit européen et international. De fait, cela empêcherait les résidents permanents de voter aux élections locales. En Estonie, les citoyens russes sont perçus depuis le rétablissement de la République d'Estonie en 1991 comme un moyen de subvertir la souveraineté nationale. Directement après le retour de l'indépendance, ils étaient même accusés d'être des espions. Il faut dire que la méfiance profonde s'explique aussi par l'incitation par l'Union soviétique d'implanter des Russes un peu partout dans l'URSS. Cette annonce se fait aussi dans le contexte des négociations de paix en Ukraine. Les États baltes redoutent que la Russie soit d'accord pour un cessez-le-feu, pour se réarmer et lancer des offensives de plus grande ampleur encore plus tard. Une théorie largement étayée par la plupart des services de renseignement occidentaux. Pologne. Une loi suspend le droit de demander l'asile à la frontière terrestre à l'Est. Depuis 2021, la Pologne subit de graves déstabilisations
de la part du Bélarus voisin qui envoie des migrants à la frontière. Une guerre hybride qui a déjà poussé la Pologne à renforcer ses frontières avec des grilles, des barbelés et la mobilisation de forces armées. Mercredi 26 mars, le président Andrzej Duda a ratifié la loi permettant au gouvernement de suspendre le droit d'asile de façon temporaire. Aussitôt promulguée, aussitôt appliquée. C'est la première fois que la loi fait mention d'instrumentalisation de l'immigration. Le Premier ministre Donald Tusk a tout de suite suspendu les demandes d'asile à la frontière avec la Biélorussie. Ce qui choque les ONG, c'est que le texte n'a même pas fait débat au sein de l'opinion publique. Elle rappelle qu'une telle loi est contraire à la Convention de Genève sur le droit d'asile et à la Charte des droits fondamentaux. Il n'est pas interdit de penser qu'un recours sera déposé auprès de la Commission européenne pour vérifier la conformité de la loi à l'égard du droit européen. Mais dernièrement, Ursula von der Leyen a annoncé vouloir revoir certaines dispositions du droit européen pour répondre aux inquiétudes des États membres sur l'immigration. L'instrumentalisation de l'immigration en faisait partie. Italie. Le gouvernement avoue avoir surveillé une ONG avec un logiciel espion. C'est la première fois que le gouvernement italien reconnaît avoir fait usage d'un logiciel espion à l'encontre d'une ONG d'aide aux migrants en Méditerranée. Le sous-secrétaire du Conseil des ministres, Alfredo Mantovano, a reconnu que le gouvernement avait autorisé les services de renseignement à faire usage d'un logiciel espion à l'encontre de l'ONG Mediterranea Saving Lives. Actuellement, la commission parlementaire de surveillance des activités de renseignement enquête pour savoir si l'utilisation du logiciel espion est conforme au droit italien. Les services de renseignement ont justifié l'utilisation du logiciel Graphite développé par la société israélienne Parangon Solutions par un soupçon d'immigration illégale. En attendant la fin de l'enquête parlementaire, le gouvernement italien a suspendu tous ses contrats avec la société israélienne. Concernant le rédacteur en chef de fanpage.it, qui avait révélé que les jeunesses de Fratelli d'Italia mobilisaient encore énormément de références nazies et fascistes lors de leurs réunions, le gouvernement nie avoir été au courant de l'utilisation du logiciel espion. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Turquie. Manifestation contre le régime et répression générale. Malgré son arrestation le 19 mars, Ekrem İmamoğlu a été investi par son parti, le Parti républicain du peuple, le CHP, mouvement héritier du fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. La désignation du candidat s'est faite au travers de primaires ouvertes, c'est-à-dire ouvertes à tous les Turcs, même ceux qui ne sont pas adhérents au parti. Alors que le CHP dispose d'1,5 million d'adhérents, ce sont 15 millions de Turcs qui se sont rendus aux urnes. Un engouement tel que les bureaux de vote ont dû prolonger l'ouverture de 3 heures. Même l'incarcération d'Imamoglu n'a pas empêché son investiture pour la présidentielle. Avec 51 de ses coaccusés, il a été incarcéré à la prison de Silivri. Le maire d'Istanbul garde la sympathie des manifestants qui ont continué à manifester devant la mairie à Istanbul jusqu'à mercredi. 55 des 81 provinces se sont mobilisées pour manifester. Mais Recep Tayyip Erdogan le répète, il ne compte pas se laisser dicter sa conduite par la rue. Dimanche 23 mars, on comptait 1133 arrestations parmi les manifestants, un chiffre réévalué à presque 2000 vendredi. Des mouvements pas découragés malgré les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc et les canons à eau. Pour éviter que le mouvement ne s'essouffle, le président du CHP, Özgür Özel, a appelé à un grand rassemblement à Istanbul samedi, place Maltepe, sur la rive asiatique d'Istanbul. Aussi, si les manifestations quotidiennes continuent, les leaders du CHP redoutent l'infiltration par des agents du pouvoir chargés de décrédibiliser les contestations et revendications. En parallèle, il a appelé au boycott des chaînes, radios et entreprises proches du pouvoir. Des manifestations qui pèsent aussi sur l'économie,
Alors que le pays fait face à une grave inflation, la livre turque et la bourse dévissent. Face à la pression de la rue, le président Erdogan a décidé de serrer la vis. Le Haut Conseil de la radio-télévision a émis un avertissement aux diffuseurs s'ils continuaient d'émettre en direct. Lundi 24 mars, 8 photojournalistes, dont le photographe de l'AFP, Yassine Akgül, ont été arrêtés à l'aube pour participation à des manifestations, ce qui est une atteinte grave à la liberté de la presse, dénoncée par Reporters sans frontières. La plupart d'entre eux ont été relâchés jeudi, mais ça ne signifie pas que les poursuites sont abandonnées. Plusieurs chaînes privées ont reçu des avertissements et une chaîne a été sanctionnée de 10 jours d'interruption d'antenne pour des propos tenus par ses invités. 2 correspondants étrangers se sont vus aussi pris dans la tenaille d'un pouvoir crispé. Le correspondant de la BBC, Mark Lowen, a été expulsé car il représentait, selon les autorités, une menace pour l'ordre public. Le correspondant suédois, Joachim Medin, a été, lui, arrêté dès son arrivée à l'aéroport, accusé d'avoir insulté Erdogan et de faire partie d'un groupe terroriste armé. Dans le même temps, les médias pro-gouvernementaux ne font que diffuser en boucle des images de violence à l'égard de la police et décrivent le CHP comme un nid à corruption. L'avocat d'Ekrem İmamoğlu, Mehmet Pelivan, a été arrêté vendredi puis relâché. Autre menace, cette fois-ci sur le CHP, le pouvoir envisage de nommer un administrateur pour mettre le parti sous tutelle administrative. Samedi 29 mars, 2,2 millions de Stambouliotes se sont rendus place Maltepe pour soutenir Ekrem İmamoğlu. Le symbole de cette foule immense est une réelle victoire pour le CHP. Le CHP est maître dans les rues, lui qui les avait désertés depuis le faux coup d'État guleniste de 2016. Le CHP appelle désormais à manifester tous les mercredis soirs et chaque week-end dans une autre province. Finalement, le risque vient aussi de l'Union européenne. Dans son objectif de réarmer l'Europe, la Commission européenne a ouvert la porte à la Turquie dans un projet d'Europe de la défense. Il faut dire que la Turquie a su se rendre incontournable avec la deuxième armée de l'OTAN en termes d'effectifs, son placement stratégique puisqu'elle décide de qui accède à la mer Noire, mais aussi par son industrie de l'armement qui s'est brillée avec des armes moins chères mais qui ont fait leurs preuves sur le terrain, comme le drone Bayraktar en Ukraine. Recep Tayyip Erdogan démontre une réelle volonté de silencier la contestation et d'entamer le processus pour totalement neutraliser l'opposition et la société civile. Ukraine, cessez-le-feu en mer et sur les infrastructures énergétiques. Mardi 25 mars, c'était le deuxième round de négociations qui débutait à Riyad entre l'Ukraine et la Russie. Pour cette deuxième étape, les deux délégations étaient bien différentes. Côté ukrainien, le ministre de la Défense Roustem Umerov et le conseiller militaire de Volodymyr Zelensky, Pavlo Palissa. Côté russe, c'est l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères, le sénateur Grigori Karasin, et le conseiller du directeur du FSB, Sergei Beseda. Ce dernier a été mis sous sanction par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni pour son implication dans l'invasion du Donbass. Lors de ces négociations, la Russie a clairement la main. C'est elle qui fixe le cadre. Les deux sujets que la Russie pose sur la table sont le cessez-le-feu en mer et concernant les infrastructures énergétiques. Un choix pas si innocent. En mer, l'Ukraine ne dispose pas de marine militaire, mais avec ses drones sous-marins, elle a causé de multiples pertes chez les navires de guerre russes. Le seul avantage pour l'Ukraine serait la reprise de l'export de céréales par la mer Noire. Et concernant les infrastructures énergétiques, l'Ukraine a pris l'habitude de frapper les dépôts pétroliers et les gazoducs sur le sol russe, faisant ainsi pression sur leurs principales marchandises et sur la logistique militaire. Les négociations ont débuté la veille entre les délégations américaines et russes. Le communiqué des deux côtés montre que les négociations sont difficiles. L'accord est conclu mardi sur les deux sujets,
Mais comme à son habitude, la Russie pose des conditions énormes, et elles mettront à l'épreuve l'unité occidentale alors qu'elle est déjà chancelante. La Russie conditionne le respect du cessez-le-feu à la levée des sanctions sur les produits agricoles. La Commission européenne répond qu'elle n'a jamais infligé de sanctions sur les produits alimentaires, consciente que c'est la sécurité alimentaire mondiale qui est en jeu. En fait, la Russie veut être reconnectée au système interbancaire SWIFT pour avoir plus de facilité de paiement concernant son commerce international. Une revendication qui semble démontrer que la Russie a absolument besoin économiquement de retrouver les circuits financiers mondiaux. En plaidant pour ça, elle envoie aussi un message à ses alliés africains en faisant mine que la Russie permettrait un prix plus bas et stable des céréales. Son économie de guerre, même si elle booste la croissance, ne peut pas compenser les énormes sacrifices par ailleurs. Les États-Unis sont pour la levée des sanctions économiques à l'égard de la Russie, mais SWIFT se trouve en Belgique et seule l'Union européenne peut décider de lever les sanctions. Les États-Unis pourraient contourner SWIFT et permettre l'installation d'une succursale russe sur son territoire, même si ça occasionnerait des lourdeurs administratives. En tout cas, c'est une façon pour la Russie de mettre la pression sur l'Union européenne. Alors que l'UE met comme condition le retrait total des troupes russes du territoire ukrainien reconnu par l'ONU, la Russie tente de la tenir pour responsable de l'impossibilité de la paix si les États-Unis venaient à accepter la levée des sanctions économiques. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky demande aussi que l'envoi d'armes et un paquet de sanctions soient prêts en cas de non-respect du cessez-le-feu par la Russie, un non-respect constant depuis 2014. Et face aux concessions énormes consenties par les États-Unis, Vladimir Poutine se permet même de revendiquer une administration sous tutelle des Nations Unies à Kiev, considérant que Volodymyr Zelensky n'a pas organisé d'élection en 2024, ce qui est totalement interdit par la loi martiale en place depuis 2022. Et consciente de sa supériorité actuelle sur le front, la Russie multiplie ses offensives en Ukraine pour accentuer le rapport de force en sa faveur sur le terrain et lors des négociations. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 13e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30 sur Europe Hebdo.